Donc, on va accueillir le premier orateur, donc, qui est Stéphane Poirola, qui est professeur de chimie à l'École nationale supérieure de Lyon. Il est à la tête d'un groupe qui travaille sur les matériaux fonctionnels, notamment autour de la photonique. Et donc, effectivement, il a en charge l'élaboration de matériaux pour l'optique et la photonique, avec vraiment une grande diversité, depuis l'optique non linéaire, des matériaux luminescents, mais aussi également l'utilisation de la lumière pour structurer la matière et faire des structures multi-échelles. Donc, on va lui laisser la parole. Donc, l'intitulé de la conférence, Chimie douce et optique, enjeux et perspectives. Bien, merci pour la sympathique introduction, et puis merci Clément, évidemment, et Jacques pour l'invitation à démarrer ce colloque. C'est un immense honneur pour moi d'être ici, dans cette famille. Je suis heureux d'appartenir à cette famille et extrêmement fier d'être ici aujourd'hui. Et j'ai un titre qui est un peu ambitieux, entre guillemets. L'optique, c'est très large. Évidemment, je ne vais pas pouvoir couvrir l'ensemble des enjeux et des problématiques qui se posent aujourd'hui dans le domaine de l'optique. Mais on va voir que la chimie douce est quand même au cœur de ces problématiques. Et puis je vais évidemment aussi reprendre un petit peu l'historique. Il y a quand même des choses importantes qui ont été faites dans les domaines de l'optique, qui a été une des propriétés principales au départ, aussi visée par les approches chimie douce. Donc je vais évidemment faire quelques rappels sur l'histoire. Et puis bon, le colloque est dédié aussi au professeur Jacques Livage, qui a fait une très belle présentation hier soir pour ceux qui ont eu l'occasion d'y participer, d'y assister, et qui a rappelé aussi à quel point il était attaché à l'optique, puisque ça a été aussi un des fils conducteurs de sa présentation, jusqu'à encore très récemment, certains de ces derniers papiers, qui traitent de problématiques de ces matériaux en lien avec l'optique. Donc si... Oh, je ne sais pas si ça marche, non. Si on reprend un petit peu d'historique, puisque j'ai le plaisir d'introduire cette journée, il est important de parler quand même des travaux de Jacques Livage, qui est un vrai précurseur dans les domaines de la chimie douce. Et vous voyez que les premières publications datent des années 60. Ça fait quand même quelques années qu'il opère dans ces domaines-là, avec une longévité absolument extraordinaire, puisque les derniers papiers sont très récents. Et donc on s'aperçoit qu'il y a déjà des approches à ces périodes-là qui ne sont pas appelées chimie douce, on va revenir là-dessus, mais qui sont des approches qui sont déjà de la chimie douce, donc par des voies en solution, et essayer de comprendre l'état de la matière élaboré par ces méthodes en solution. Il y a d'autres acteurs, évidemment, il y a des gens de Nantes ici, d'autres acteurs importants dans les domaines de la chimie douce. Jean Rouxel en est un, qui s'est intéressé dans ces années-là aussi aux problématiques d'intercalation, de composés intercalés, et qui a lancé aussi, qui a fait partie de cette aventure de la chimie douce à son origine. Mais si on revient sur le terme chimie douce, alors Jacques l'a montré hier soir. Alors c'est une photo que j'ai prise hier soir. Je n'ai pas trouvé l'article original. J'ai pas réussi à me le procurer. Donc j'avais pris un extrait de l'article qui justement laissait apparaître ce terme chimie douce pour la première fois. Donc ça date, ça a été publié le 26 octobre 77. Alors la photo n'est pas très bonne. Je suis pas un bon photographe, mais je l'ai intercalé ici pour vous montrer l'original. Donc c'est une partie qui est ici. Et alors on ne voit pas la fin, et c'est dommage d'ailleurs, on ne voit pas toute la diapo, parce que sur la fin, il y a quand même une phrase intéressante où il met déjà en avant le problème de la pollution, de l'industrialisation à outrance, et du fait que l'homme a un intérêt principal, c'est de fabriquer très vite, de faire de l'argent très rapidement. Et bon, c'est en 77, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la problématique reste d'actualité, et qu'il y a peut-être une réflexion aussi, qui, j'espère, commence à apparaître par rapport à ces enjeux environnementaux et sociétaux. Mais voilà, donc c'est un article qui est quand même important, puisque ce terme de chimie douce a perduré, s'est transformé en soft chemistry pour les anglophones, et est aujourd'hui un domaine de recherche absolument majeur
en chimie des matériaux et dans un grand nombre de disciplines. Voilà. Donc, suite à ça, bon, il s'est intéressé de près à un certain nombre de choses, en particulier tous les dérivés de vanadium qui ont des applications optiques importantes, y compris encore récemment, hein, avec une maîtrise et des recherches très importantes dans, dans tous ces systèmes à base de vanadate. Donc des contributions majeures, on le voit ici dans les années 90, sur ces systèmes, 80-90. Toute la chimie des alkoxydes aussi, hein, on reconnaît ici un certain nombre de personnes de l'équipe, hein, Clément, Florence aussi, hein, donc les directeurs successifs du laboratoire, qui ont contribué de manière importante sur la chimie des précurseurs. Donc il y a eu tout un engouement dans les années 80 ici, on le voit, sur la chimie des précurseurs, hein, et le laboratoire ici a été un des acteurs majeurs, un des initiateurs de ce domaine. Et vous avez donc des exemples, évidemment, je ne peux pas montrer de façon exhaustive la littérature dans le domaine, mais des contributions majeures sur cette chimie-là, qui est une chimie, dans cette époque-là, qui était encore mal connue, mal maîtrisée, et sur laquelle il y a eu des avancées majeures dans les années 80, et qui ont impacté évidemment la chimie douce et la chimie du sol-gel dans les années suivantes. Voilà. Si on continue, il y a les applications, et puis je vais parler d'optique, donc évidemment, ce sont aussi des contributions majeures dans le domaine de l'optique sur les dérivés du vanadium, hein, avec tout ce qui est autour des films électrochromes et des interrupteurs optiques qui ont été publiés à ce moment-là et étudiés. Et on voit des articles aussi assez importants et majeurs où on fait le lien entre la chimie des alkoxydes, les matériaux préparés ici à base d'oxyde de vanadium, hein, mais il y en a d'autres évidemment, le titane, on peut en citer beaucoup d'autres, et puis les applications, et en particulier les applications optiques. Donc là, on est toujours dans les années 90. Hein, on voit que c'est une période qui a été clé, évidemment, les années 80, années 90, où il y a eu le grand boom des recherches dans ce domaine, et puis qui n'a cessé de s'accroître depuis. Et puis quand on parle d'optique et de chimie douce, évidemment, il y a quelqu'un que la plupart d'entre vous reconnaissez ici, qui a eu aussi des contributions très importantes dans ce domaine-là. Et ça, c'en est une des premières. Donc c'est David Advenir qui est ici avec Renata Resfeld, qui ont rapporté ici un des premiers matériaux où on associe de manière extrêmement proche un système organique optiquement actif et un matériau inorganique pour construire des matériaux. On le voit ici, hein, des matériaux qui vont avoir des propriétés optiques, avec ici, sur cet article, en l'occurrence, une première conclusion importante, c'est l'importance de ce que peut avoir un système hybride sur la photostabilité, qui est un vrai problème dans le domaine des systèmes organiques, utilisés en optique, et qui a longtemps et qui est toujours un frein à leur utilisation, hein, dans des applications concrètes. Donc ça, c'est un vrai problème qui était déjà soulevé ici dans cet article par David Advenir, et je reviendrai sur ces aspects un petit peu plus tard. Puis toujours dans cette même période, évidemment, les contributions de Clément sur les matériaux pour l'optique sont aussi des contributions majeures et essentielles. On voit là, des articles qui pouvaient être à cette époque-là publiés encore en français, et avec des aspects applicatifs extrêmement importants. Alors là, on est sur des systèmes émetteurs à nouveau, avec inclusion de dérivés organiques ou organométalliques dans des gels, hein, on le voit, dans des oxydes, et avec des applications en effet qui peuvent être très importantes dans le domaine des lasers. Ce ne sont pas les seuls, hein, mais là vous avez deux articles qui sont très précurseurs dans ce domaine et qui annonçaient déjà des possibilités importantes et qui ont lancé tout un pan d'activité. Hein. Il est important de savoir que début des années 90 ici, c'est vraiment le début de tout ce qui tourne autour de l'optique non linéaire sur des systèmes hybrides associant une entité moléculaire avec une matrice inorganique. Donc ça, ce sont vraiment des contributions majeures qui ont lancé tout ce pan d'activité. Et puis, le domaine de l'optique non linéaire, dont je vais reparler un petit peu plus tard, qui est aussi quelque chose d'essentiel dans ces matériaux, et sur lesquels la chimie douce a une contribution majeure, hein, puisque l'optique non linéaire peut faire appel de manière importante à des systèmes organiques, et arriver à les associer à des matrices pour les mettre en forme et les utiliser, c'est évidemment une approche essentielle, et la chimie douce le permet. Et vous avez ici la première démonstration d'une propriété non linéaire sous champ électrique avec des orientations sur des systèmes sol-gel,
donc avec différents types de systèmes moléculaires. Et puis surtout, on commence à entrevoir des systèmes qui vont pouvoir être greffés de manière covalente et donc modifier un petit peu les structures et les microstructures de ces matériaux. D'autres équipes qui ont eu des contributions très importantes dans ces domaines de l'optique non linéaire, et que, bon, je tiens à rappeler, évidemment, l'équipe de Jean-Pierre Boileau, Thierry connaît très bien, hein, donc toutes les contributions, Jean-Pierre, Thierry, Frédéric Chaput, sur les matériaux, donc là aussi début des années 90, sur les matériaux hybrides avec inclusion de systèmes moléculaires dans des matrices transparentes pour faire de l'optique non linéaire. Un papier très important, là, notamment au niveau de l'optique, par Bruce Dunn et son équipe et ses collaborateurs, hein, Joe Perry et Seth Marder. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on publiait des papiers très originaux et très importants dans des proceedings, donc qui ont beaucoup moins d'impact que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment une contribution très importante au niveau expérimental et caractérisation qui est apparue dans un proceeding, donc il y a probablement moins d'impact que ça aurait aujourd'hui. Je suppose qu'aujourd'hui, il le publierait dans un tout autre journal. Mais alors je suis désolé, il y a des problématiques de mise en forme au niveau de l'écran que je n'aurais pas dû avoir. Donc il y a quelques sauts d'image. Et puis ensuite est arrivé, milieu des années 90, la conceptualisation, hein, apportée essentiellement par Clément, avec deux contributions importantes. Hein. La première, elle est là, que tout le monde connaît, les matériaux qui ont été appelés classe 1, classe 2, qui sont simplement des matériaux sur lesquels l'idée, c'était d'essayer de comprendre la différence entre des systèmes qui sont simplement dopés sans interaction forte et des systèmes qui sont dopés avec des interactions très fortes. Alors ça, c'est quelque chose de très important pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'optique. Alors, il y a eu énormément de choses faites, hein. Évidemment, ça a lancé tout un tas d'activités à travers le monde. Mais moi, j'ai une petite frustration là-dessus, sur les systèmes pour l'optique, et que j'aimerais un jour quand même arriver à me pencher dessus et prendre le temps, parce que malheureusement, on n'a plus vraiment le temps, c'est de regarder réellement l'impact du greffage d'un système moléculaire sur une matrice. Je vais revenir dessus, parce qu'au niveau optique, quand on parle de système moléculaire, la réponse optique est extrêmement sensible à la structure de la molécule, à son environnement, et aux délocalisations électroniques, au transfert de charge. Et là, je trouve que dans la littérature, il y a un vrai enjeu, hein, je reviendrai sur les enjeux derrière, il y a un vrai enjeu à essayer de comprendre ça. Alors, c'est pas simple, hein, on s'y est intéressé, j'ai regardé un petit peu, mais on s'aperçoit que faire un greffage fort, c'est pas forcément bon quand on parle d'optique. Ça va dépendre des propriétés qu'on regarde. Il faut faire très attention. Il y a des avantages, évidemment. On peut monter en concentration, mais aujourd'hui, il y a des approches qui permettent de monter en concentration sans greffage fort. Et je trouve qu'il serait intéressant, vraiment, dans ces domaines associés à l'optique, de regarder de près ce qui se passe réellement au niveau de la structure moléculaire. On a fait un peu de modélisation et on voit qu'il y a des impacts très, très forts sur les réponses optiques qui, aujourd'hui, n'ont pas été réellement regardées. Et puis, il y a tout l'aspect, évidemment, en conceptualisation sur les différentes approches. Hier, tu en as parlé dans ton séminaire, et puis que tout le monde connaît, hein, avec les différentes approches à l'échelle moléculaire, à l'échelle nanométrique, et puis des approches intégratives combinées pour aller vers des matériaux extrêmement structurés et de façon hiérarchique. Donc là, on est vraiment sur un aspect conceptualisation dans les deux cas, mais sur lesquels il y a, à mon sens, dans les domaines de l'optique, en tout cas, encore un certain nombre de questions et de réponses à trouver à ces questions. Alors j'en viens, si ça veut passer, voilà, sur les aspects enjeux, challenge, sur ces problématiques chimie douce associées à l'optique, hein, toujours, hein, mais bon, qui peuvent avoir évidemment des déclinaisons dans d'autres applications. Alors j'ai structuré ça en trois problématiques. Les nanomatériaux, alors j'ai pas beaucoup de temps, je n'aurai pas le temps de développer cet aspect-là, mais il y a beaucoup de gens qui vont en parler aujourd'hui, et puis ça a été abordé déjà hier. Il y a quand même un certain nombre d'enjeux au niveau des nanomatériaux isolés, évidemment, hein, à travers les développements, on l'a vu hier et on va le voir aujourd'hui dans l'imagerie biomédicale, le theranostic, sur lesquels il y a des développements majeurs qui sont en cours aujourd'hui. Il y a des questions qui se posent, hein, et puis tout ce qui est énergie, hein, éclairage, LED, et contrôle de la lumière, modulation, stockage de la lumière. Donc il y a des enjeux très forts au niveau des nanomatériaux eux-mêmes, avec des questions qui se posent, hein, évidemment, sur les synthèses, sur les propriétés optiques, notamment les rendements quantiques,
les stabilités des systèmes qui sont réalisés, les problématiques de chimie de surface et leurs impacts sur les propriétés, évidemment la toxicité, en particulier quand on va parler d'applications biomédicales, mais au-delà de ça, hein, la toxicité généralement et la recyclabilité derrière va être un paramètre important, et les problématiques d'assemblage qui peuvent rejoindre d'autres applications sur lesquelles je vais m'étendre un peu plus. Donc qui sont aussi aujourd'hui des enjeux importants avec la réactivité entre nanoparticules, hein, on l'a discuté, on l'a évoqué déjà par ailleurs. Donc voilà, alors il y a des gens qui vont en parler aujourd'hui certainement, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Je vais m'intéresser plutôt aux deux autres aspects. Le premier, c'est des mises en forme qui sont utilisées dans un certain nombre de domaines de l'optique, hein, les filtres optiques, les lasers, les guides d'onde, capteurs, et puis surtout qui s'étendent dans un grand domaine de longueur d'onde aujourd'hui. Ça s'est considérablement ouvert, il y a eu beaucoup de travaux dans les années 90-2000 sur le visible. Aujourd'hui, les enjeux sont dans le proche infrarouge et l'infrarouge, avec tout ce qui est télémétrie et autres. Donc il y a des enjeux énormes dans ces domaines-là, et qui concernent tous ces types de matériaux, et sur lesquels la chimie douce apporte certaines réponses. Voilà. Alors ici, les problématiques elles sont aussi diverses, hein. On va avoir des problématiques de structure et de défaut de structure qui vont se poser, surtout dans des matériaux mis en forme. On va parler de matériaux monolithiques ou de couches minces. On va avoir des problèmes de photostabilité si on parle d'hybrides avec des systèmes moléculaires, sur lesquels il commence à y avoir des solutions, hein, et on peut apporter des solutions. Des problématiques d'anisotropie dans les matériaux. Et ça, aujourd'hui, c'est très peu regardé. Qu'est-ce que l'anisotropie va apporter sur les réponses optiques? Il y a très peu de travaux là-dessus, et à mon sens, il y a un enjeu très fort. Les effets de confinement aussi, j'en ai parlé tout à l'heure sur les systèmes moléculaires, mais pas que sur les systèmes moléculaires. Qu'est-ce que ça peut impacter au niveau des propriétés? Et puis après, la possibilité d'assembler des systèmes optiques divers et variés et d'exalter leurs propriétés, j'en toucherai deux mots, à travers des approches plasmoniques ou des systèmes de type métamatériaux. Donc je vais démarrer avec ça, et puis ensuite, je parlerai un petit peu de nanostructuration, donc à des échelles toutes petites, hein, et comment construire des matériaux en utilisant la méthode de chimie douce. Ça, c'est un domaine d'actualité, puisqu'il y a là aussi des perspectives assez intéressantes dans la structuration et les propriétés nouvelles qu'on peut générer. Donc je vais commencer par cet aspect système monolithique et système dans lesquels on va mettre un composé organique optiquement actif dans une matrice inorganique. Alors la plus simple, c'est les matrices à base de silicium. Elles sont transparentes, elles sont stables, on connaît très bien la chimie. Il y a une grande variété de précurseurs sur lesquels on peut jouer pour regarder l'impact sur la microstructure. Et puis on peut introduire donc assez facilement maintenant des sondes et des systèmes fluorescents, phosphorescents, divers et variés. Et on s'est intéressé à regarder justement dans ces systèmes la microstructure, avec des outils assez sophistiqués, hein, pour essayer d'aller voir les porosités notamment, et essayer de comprendre certaines réponses optiques qu'on avait du mal à comprendre. Donc on allait creuser un petit peu dans des matériaux silicatés en fonction des types de précurseurs. Alors j'en ai pris deux ici, on en a balayé un grand nombre. J'en ai pris deux pour illustrer un peu à quel point le choix du précurseur, même s'il y a peu de différence au final, peut impacter assez fortement la microstructure du matériau, et on va le voir aussi, les propriétés optiques de manière assez conséquente derrière. Donc si on prend juste cet exemple où on a une matrice silicatée qui est construite à base de méthyltriétoxysilane, quelque chose d'assez classique que tous les gens du sol-gel dans le domaine utilisent. Vous avez ici, alors ce sont des porosités qui sont difficiles, hein, auxquelles il est assez difficile d'accéder par des mesures de porosité. Donc on a utilisé de la spectroscopie d'annihilation de durée de vie de positronium dans des matrices, qu'on injecte dans des matrices sol-gel. Et on s'aperçoit, alors si on regarde sur une matrice à base de méthyltriétoxysilane, qu'on a trois types de porosité, de toutes petites échelles. On n'a pas de mésoporosité, de macroporosité, hein, dans ces systèmes-là. Par contre, on trouve de la microporosité, et avec trois répartitions de familles, hein, on le voit, hein, qui sont assez proches, mais ce n'est pas anodin. Et on voit que si on prend la même matrice et on met un tout petit peu, ici c'est 20% de notre précurseur, le glymo qui est ici, avec un groupement un petit peu plus encombré, optiquement on a à peu près la même réponse, hein. Visuellement ça ne change rien, je vais vous montrer les exemples de matériaux par la suite. Eh bien on s'aperçoit qu'il y a une famille de porosité, la plus grosse ici, hein, qui est autour de 0,8 nanomètres en diamètre, qui disparaît.
Et ça, c'est pas anodin, et on va voir tout de suite l'impact que ça peut avoir sur une propriété très simple qui est l'émission de lumière. Donc on prend ces deux matériaux, ce sont les deux matériaux dont on vient de parler. Celui-ci, c'est le premier matériau qui a les 3 types de porosité, et celui-ci, on a supprimé la porosité la plus grosse, entre guillemets, parce que ça reste de toute petite porosité. À l'intérieur, on a mis un chromophore qui est une sonde très intéressante, parce que c'est un système fluorescent, phosphorescent, selon l'environnement, selon les interactions, notamment avec l'oxygène ou ce qu'il y a autour. Et on s'aperçoit que si on a la matrice où on a enlevé la porosité la plus élevée, on a un système qui phosphoresce instantanément et de manière très efficace. En revanche, si on prend la matrice sur laquelle on a la troisième porosité là, qui est un petit peu plus importante, eh bien on n'a plus de phosphorescence. Et la phosphorescence apparaît, elle est comment dire, déviée dans le temps, hein, elle apparaît avec plusieurs secondes ou plusieurs minutes de décalage par rapport à celle-ci. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose de très important, hein, à prendre en compte. Et à mon avis, pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'optique, c'est essentiel, hein, de regarder ces problématiques de microstructure aux environnements des systèmes incorporés, ce qui n'avait pas été regardé de manière très fine jusqu'à présent. Et on s'aperçoit quand on fait les durées de vie, hein, de ces systèmes. Alors vous avez d'autres matrices ici, hein, j'en ai pris 4, et on s'aperçoit que ça peut avoir un impact très fort sur la durée de vie des états excités. Ici, de la phosphorescence, hein, là c'est la matrice de MTOS, donc durée de vie très courte, c'est ce qu'on a ici. Et puis ensuite, quand on évolue sur la microstructure et sur le type de précurseur, eh bien, on a une durée de vie qui va augmenter de manière considérable. Et ça impacte de manière très forte. Alors ici, c'est la phosphorescence, hein, mais pas que la phosphorescence, toutes les propriétés non linéaires qu'on va regarder derrière. Donc ça, c'est un premier point que je voulais soulever, qui est très important. Il faut vraiment s'attarder sur les microstructures de ces systèmes. Et puis un deuxième point, je l'ai soulevé tout à l'heure, c'est les problèmes de photostabilité. Aujourd'hui, il y a eu, je vais passer directement à la diapo suivante, il y a eu énormément d'études, enfin, c'est des centaines, des milliers d'études sur l'ingénierie moléculaire de systèmes optiquement actifs, de fluorophores, hein, de chromophores divers et variés, pour l'optique linéaire, pour l'optique non linéaire. Il y a énormément de travaux qui ont été réalisés avec des systèmes très performants, mais sur le marché et en application réelle, il y a très peu de choses. Et je suis assez surpris du peu de gens qui se sont intéressés à introduire ça, finalement, par rapport à toute l'ingénierie moléculaire qu'il y a eu et le nombre de systèmes qui ont été développés. Il y a très peu de gens qui se sont intéressés à regarder leur comportement dans des matériaux, leurs utilisations. Et une des raisons, c'est qu'une des raisons majeures pour lesquelles ces systèmes sont très peu utilisés, voire pas du tout, hein, en optique non linéaire, c'est leur photostabilité. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est une vraie barrière à l'utilisation de ces systèmes organiques. Et il y a peut-être une solution, hein, qui est aujourd'hui d'associer ces systèmes. J'ai parlé de plasmonique tout à l'heure. L'idée, c'est ici, on a 2 systèmes optiquement actifs. Un système inorganique, qui va être un système métallique, hein, une nanoparticule métallique, qui va présenter des propriétés un peu particulières qui sont liées à la délocalisation d'électrons libres du métal sous excitation lumineuse, qui va exalter un champ électromagnétique à proximité de la particule, et ce champ va pouvoir être utilisé pour moduler les propriétés optiques de ces systèmes organiques. Et en particulier, on va le voir, et ça c'est à mon avis quelque chose d'assez important dans le domaine, c'est qu'on peut jouer de manière très forte sur la photostabilité de ces systèmes organiques en approchant simplement ces nanostructures métalliques des composants organiques. Et on le voit sur 2 exemples ici, hein, avec des architectures différentes, peu importe, où on a approché des systèmes, des fluorophores de surface métallique, hein, de nanoparticules, et on voit l'impact tout de suite, hein, dans les 2 cas. Ça, c'est la photostabilité, donc le composé se dégrade très vite dans le temps lorsqu'il est excité, quand il est en solution ou libre. Mais dès qu'on l'approche d'une surface métallique de ce type, et qu'on excite à la fois le composé organique et la surface métallique, eh bien on s'aperçoit qu'on a une photostabilité qui est considérablement améliorée, et voire une photostabilité totale, hein, sur un système. Dans les meilleurs cas, on a vu des photostabilités sur des jours entiers, hein, où on n'a pas du tout de dégradation du système organique. Alors ça, c'est important, et ça n'a aujourd'hui pas été utilisé par les gens des matériaux pour arriver à exploiter toute l'ingénierie moléculaire qui a été faite sur ces systèmes organiques dans des matériaux. Le grand boom a eu lieu, je l'ai montré, dans les années 80 hein, et années 90,
sur l'utilisation de ces systèmes organiques, mais il n'y avait pas ces connaissances à l'époque. Et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de jouer sur ces photostabilités et d'exploiter tous ces systèmes organiques dans des hybrides. Évidemment, on peut aussi exalter la fluorescence, l'émission, par les mêmes phénomènes, donc de transfert d'énergie. Alors ça nous a amené à construire des matériaux sol-gel, transparents, hein, des matériaux silicatés, dans lesquels on va introduire à la fois ces systèmes, ces composés nanostructures métalliques et des chromophores modèles pour regarder un petit peu les propriétés optiques. Aujourd'hui, il y a des procédés qui permettent de faire des choses extrêmement homogènes avec des taux de concentration très élevés à la fois en molécules et en nanostructures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire varier les formes et les tailles par ces procédés de nanostructures. On opère à basse température, hein, chimie douce, et donc on a une préservation totale à la fois des chromophores et des nanostructures métalliques. On peut les figer dans une matrice vert et étudier toutes leurs propriétés optiques. Et quand on regarde ça, alors on peut regarder l'émission, l'absorption, tout un tas de choses. Si on s'intéresse aux propriétés non linéaires, sur lesquelles on s'est pas mal attardé pour des problématiques de protection optique, eh bien on s'aperçoit que on va pouvoir impacter de manière considérable sur la réponse optique de ces systèmes moléculaires en associant des nanostructures métalliques. Et on le voit ici, ça c'est la réponse non linéaire. Hein. On a une réponse linéaire ici, on irradie le matériau avec un faisceau laser et on détecte la transmission derrière. Et le matériau présente une propriété d'absorption non linéaire, c'est-à-dire qu'on le voit ici, on n'a pas une linéarité dans l'absorption, mais le matériau, une fois qu'il est activé, il absorbe de façon non linéaire plusieurs photons simultanément, de manière à ne laisser passer qu'une petite partie de l'énergie à travers le matériau. Bon, peu importe, ce qui est important de noter ici, c'est qu'on a un impact très fort lorsqu'on commence à introduire des systèmes métalliques, y compris des systèmes métalliques un peu plus sophistiqués que les simples sphères traditionnelles. On va générer ce qu'on appelle des points chauds ici, qui nous permettent d'avoir des activités très fortes au niveau de l'interaction avec le système moléculaire, et donc d'abaisser considérablement ici les seuils de transmission, ce qui est recherché hein, dans ces domaines de l'optique non linéaire ici. Donc un très fort impact sur la réponse non linéaire du système, qui est lié à des phénomènes dont j'ai déjà parlé, donc des modifications et des diminutions de la durée de vie lorsqu'on associe les nanoparticules aux matériaux. Et en faisant ça, on peut jouer sur les états excités et augmenter, par exemple, la réabsorption dans les états triplés, et c'est ce qu'on observe ici, et donc qui nous permet d'améliorer considérablement ces systèmes optiques, et derrière de faire des dispositifs qui sont utilisés dans la protection, par exemple, de caméras. Donc tous ces systèmes sont extrêmement intéressants, ils conduisent à des développements, hein. Il y en a un ici, et puis je le mentionne parce que c'est un projet qu'on a démarré en venant ici à Paris, en discutant avec les gens de Cristal Laser, hein, donc à l'occasion d'une réunion avec Clément. Et on a pu développer avec ces approches des assemblages de cristaux photoniques qui sont extrêmement performants et qui sont uniques aujourd'hui, hein, et qui sont fabriqués en France, et complètement uniques, et qu'on va retrouver dans beaucoup de dispositifs optiques aujourd'hui. Je vais passer à la dernière partie. Je vais essayer d'être bref, pardon. Voilà, sur la partie nanostructuration. Donc aujourd'hui, l'impression 3D, évidemment, c'est devenu quelque chose d'important hein, et de très développé, et qui va trouver des enjeux aussi importants en optique, on va le voir, hein, parce que c'est très intéressant en optique de pouvoir faire de la nanostructuration sur des surfaces, qui n'est pas forcément facile d'accès. Mais il y a un double intérêt pour les chimistes, c'est que dans la microfabrication ou dans l'impression 3D, il y a besoin d'évoluer dans la chimie, il y a besoin de bien maîtriser la chimie, de mieux la comprendre, et en particulier, si on veut aller vers des céramiques, hein, il y a très peu de choses qui se font, surtout à ces échelles-là, dans les céramiques aujourd'hui, et il y a un enjeu très fort pour maîtriser cette chimie et cette photochimie pour aller vers des céramiques ou des céramiques fonctionnelles avec des très hautes résolutions d'impression. Il y a aussi des enjeux sur la stabilité et sur l'anisotropie d'impression, puisque dans un procédé d'impression, on génère de l'anisotropie dans les matériaux. Quelles sont les conséquences derrière sur les propriétés? C'est quelque chose qui reste à comprendre et à étudier. Néanmoins, au niveau de l'optique, il y a plein d'enjeux, hein, évidemment. Je vais en citer que quelques-uns. Des enjeux très importants dans la structuration ou la microfabrication 3D, mais à des échelles nanométriques. Donc il y a des enjeux dans tout ce qui est métasurface, hein, sur les métasurfaces dans des optiques planaires, pour faire de la focalisation sélective en fonction des longueurs d'onde, de la focalisation en prenant en compte la chiralité. Hein. Vous avez un exemple ici
de métasurface qui est utilisé pour distinguer la chiralité dans un scarabée, dans une carapace de scarabée. Hein, on voit très bien la différence. C'est une image prise simultanément, là, en mettant juste un filtre devant la caméra, où on a les deux images, hein, et on voit bien la chiralité de la carapace. Donc ce sont des nanostructures, hein, vous le voyez, à l'échelle nanométrique, qui sont très sophistiquées, qui permettent ce genre de choses. Et ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir les imprimer, évidemment, et de pouvoir faire des métaux, des céramiques, des diélectriques, directement par impression 3D. Mais aujourd'hui, la résolution, on va le voir, reste un enjeu. Il y a d'autres applications, hein, les micro-résonateurs, dans le stockage des photons, stockage de la lumière, qu'on va retrouver dans tout un tas de dispositifs. Ici, il y a des systèmes de guides d'ondes, de micro-résonateurs, qui nécessiteraient des approches d'impression 3D à très haute résolution à l'échelle nanométrique. Tout ce qui est aussi microfluidique, il y a des enjeux énormes pour arriver à structurer des canaux de microfluidique à ces échelles-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'approche. Hein, il y a du moulage, sol-gel et autres, mais il n'y a pas d'approche qui permette de le faire. Donc si on en vient rapidement aux problématiques d'impression 3D, chimie douce et très haute résolution, quand on veut faire de l'impression 3D, pour faire de la très haute résolution, il faut passer par des voies optiques. Ce sont les méthodes qui permettent les résolutions les plus élevées. Alors soit stéréolithographie UV classique, ou ici, c'est ce qu'on voit ici, hein, où on a du couche par couche avec un laser qui balaye de manière à imprimer la pièce. Soit, et c'est ce qui nous intéresse et ce qui commence à intéresser pas mal de monde, c'est l'impression qui va utiliser des processus non linéaires, très similaires à ceux que j'ai montrés précédemment, qui sont des processus d'absorption multiphotonique, où on peut imprimer en prenant en compte la réaction qu'on va induire sur un processus non linéaire uniquement au point focal d'un laser, contrairement au processus à un photon, qui, eux, vont balayer et imprimer tout le trajet optique du laser. Donc ça, c'est une approche très intéressante pour laquelle on voit tout de suite qu'on a une très haute résolution qui correspond au point focal. L'idée, c'est de contrôler la chimie au point focal du laser en utilisant ces phénomènes non linéaires. Alors là aussi, sur l'impression 3D, il y a des choses qui se font, hein, notamment par ces méthodes optiques. Vous avez un travail très intéressant ici, où vous avez du sol-gel imbriqué avec des systèmes polymères, donc de l'impression optique, hein, par DLP, donc par des méthodes optiques très similaires à un photon, hein, que j'ai montré précédemment. On projette une image et on imprime. Évidemment, on n'est pas sur de la résolution nanométrique, là on est sur de la résolution assez classique micrométrique. Et puis vous avez les approches qui ont été démarrées début des années 2000, qui utilisent le 2 photons, qui sont jusqu'à très récemment essentiellement centrées sur l'utilisation de monomères pour faire structurer la matière via des polymères. Donc là, on est sur des systèmes hybrides, on n'est pas sur des céramiques, où on peut faire, vous le voyez, des systèmes avec des résolutions déjà très intéressantes, mais on est sur des hybrides avec le polymère qui tient la structure. Et puis des approches un petit peu plus récentes de l'équipe de Julia Greer, l'année dernière, 2019, où cette fois-ci, elle s'est intéressée à aller jusqu'à la céramique, avec un problème majeur. On est toujours sur la structuration via des polymères, donc une réaction de polymérisation organique, qui est bien maîtrisée à 2 photons. La grosse difficulté, c'est d'aller vers des systèmes qui se tiennent. Après traitement thermique, on voit que les structures ont tendance à s'effondrer, même si on a quand même une résolution intéressante, au moins au niveau de l'hybride. Alors il y a des approches, et là je pense que le sol-gel, j'ai presque terminé, le sol-gel a vraiment son mot à dire dans ces domaines-là. Il y a vraiment des enjeux très importants, donc je signale à la communauté. On peut faire du sol-gel directement, hein. Il y a des photoacides, des photobases qui sont performants à 2 photons. Il y a des gens qui travaillent sur l'optimisation de ces systèmes. Vous avez un exemple de photobase, il y a beaucoup plus de photoacides, qui permet de contrôler la réaction sol-gel, et notamment les réactions soit d'hydrolyse, soit de condensation au point focal du laser, et donc de pouvoir imprimer directement des systèmes oxydes en utilisant la réaction qui va se produire au point focal. Vous avez un exemple ici de structure qui a pu être faite par ce biais. Et aujourd'hui, en combinant ça avec des systèmes chargés, on est capable de reprendre, de faire des oxydes. Donc là, vous avez le système hybride à gauche, hein, à base de zirconium. Donc c'est un hybride de zirconium qui, après calcination, va donner, avec très peu de retrait, de la zircone parfaitement cristalline et avec des structures qui commencent à être à la résolution de quelques centaines de nanomètres. On est vraiment à la résolution submicronique. Là, l'objet fait à peu près 20 microns, hein, d'arête. Et donc, on est sur les objets. Là, vous avez 10 microns, un objet qui fait 10 microns de diamètre. On est sur de la résolution on peut descendre à la centaine de nanomètres aujourd'hui, hein, en résolution. Et évidemment, en maîtrisant la chimie,
L'enjeu pour maîtriser la résolution ici, c'est de maîtriser la chimie. Et donc je pense que les chimistes de la chimie douce ont vraiment un mot à dire là-dessus. Et puis je vais boucler la boucle avec les derniers travaux qui ont été abordés hier sur les éponges et l'exploitation de tout ce qui est naturel par Jacques Livage pour des applications optiques. Et vous voyez que sur un article encore récent ici, eh bien, on peut exploiter des structurations naturelles sans aucun objet de synthèse, à base de silice essentiellement, pour faire par exemple des fibres optiques. Et il y a tout un tas d'ouvertures vers des applications en maîtrisant et en contrôlant ces objets. Et évidemment, l'impression 3D à l'échelle nanométrique peut répondre à ça, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de procédés chimiques qui permettraient d'arriver à ce niveau de résolution. Voilà. Donc je termine. Je remercie évidemment tous les gens du laboratoire et les gens qui nous financent pour tous les travaux, tout leur soutien et toutes les interactions qu'on peut avoir, les permanents, vous les connaissez, Frédéric Lerouge, Anthony Désert, Frédéric Chaput, Benjamin Abécassis principalement, Akos Bagnaz et Chantal Andro pour les aspects moléculaires. Et puis évidemment, je tiens à remercier à titre personnel, mais je pense au nom de la communauté, le duo de choc qui a porté cette thématique de la chimie douce depuis son existence et qui nous a fédérés ici aujourd'hui. Merci.